Bonjour et merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je me présente, Didier Niels, je suis le modérateur de cette session et je suis par ailleurs le manager du Trust Fund Beku en charge des problèmes en République centrafricaine. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette session qui abordera la question de la conservation dans les pays fragiles, en particulier dans le cas de la RCA, la République centrafricaine, qui, comme vous le savez, connaît des moments difficiles pour l'instant. Avant toute chose, je voudrais vous présenter les trois intervenants qui sont virtuellement avec nous, à savoir le colonel Landé Sanza et M. Thierry Abicher pour African Park Networks, Antonio Boveda de Wildlife Conservation Society, la WCS, qui vont participer en live et répondront aux questions qui pourront être posées. Nous avons aussi notre ami et partenaire, M. Mohamed El Khadinou Marou, qui, pour des raisons techniques, ne pourra pas être présent en direct, mais nous a fait parvenir un message vidéo que nous vous diffuserons au cours de la session. En fait, je voudrais profiter aussi que je parle de ces problèmes techniques parce que je vais vous demander toute votre indulgence par rapport à cette session parce que nous avons des grosses difficultés à joindre Bangui et c'est assez symptomatique de la situation qui règne malheureusement dans le pays. Depuis une dizaine de jours, le principal fournisseur d'accès Internet connaît de grosses difficultés, son serveur ayant grillé. Et pour essayer de maintenir cette session qui nous paraissait essentielle, nous avons demandé à nos partenaires basés en République centrafricaine de se rendre sur place à la délégation, mais ce qui ne garantit pas pour autant que nous arriverons à avoir une connexion de qualité. Pour ce qui est du déroulé de la session, à l'image des autres sessions, il y aura une présentation générale que je vais faire très rapidement sur le contexte et le rôle de l'Union européenne en RCA. Ensuite, il y aura en gros 3 questions qui permettront à nos interlocuteurs de s'exprimer. La première concerne les partenariats publics-privés, qui sont le mécanisme qui a été sélectionné par les 2 partenaires de mise en œuvre que j'ai cités tout à l'heure, APN et WCS. La seconde question concernera les questions de transhumance et de braconnage. Et la dernière question touchera aux communautés locales et à l'impact de ce type de projet sur ces communautés, donc leur participation, mais aussi les retombées qu'ils peuvent en espérer. Voilà, ça, ce sera le déroulé de notre question. À la fin, nous avons prévu 15 minutes pour des questions-réponses et vous avez la possibilité de mettre en ligne les différentes questions qui pourraient vous venir au fil des débats qui auront lieu tout de suite. Brièvement, je voudrais juste rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas la République centrafricaine, ses dimensions, parce que c'est assez symptomatique. La RCA fait 623 000 km², ce qui est comparable à la France, avec une population qui ne dépasse pas 5 750 000 habitants, ce qui donne une idée très précise de la densité de population et des problèmes de développement que cela implique. D'ailleurs, l'indice de développement humain des Nations Unies place la RCA à l'avant-dernier rang des nations du monde, 188e sur 189 pays. Et surtout, la RCA a, depuis une quinzaine d'années, mais en particulier depuis 2013, été secouée par une série de troubles sécuritaires, politiques, qui ont vu de nombreux affrontements et qui ont en fait un peu cassé la dynamique de développement du pays. La dernière de ces crises remonte à 2020, à décembre 2020, avec des difficultés lors du processus électoral et des élections qui se sont tenues en décembre puis en mars 2021. Donc ce sont des problématiques tout à fait récentes. La situation reste encore à ce jour assez volatile, même si on est en voie de normalisation. Ça, c'est un peu les aspects négatifs, mais je tiens quand même à souligner que quand même, dans le domaine qui nous concerne, celui de la conservation des ressources naturelles,
la République centrafricaine a été un des premiers pays à signer un accord de partenariat volontaire FLEGT, donc pour améliorer la gouvernance de l'exploitation forestière. Donc la RCA a été parmi les tout premiers pays à signer cet accord. Malheureusement, les conditions n'ont pas permis la mise en œuvre, mais cela traduit bien la volonté du gouvernement centrafricain et des acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles. Autre chose, la République centrafricaine compte de nombreux hotspots en termes de biodiversité, ça c'est assez connu, mais ça a été aussi un des pilotes en matière de gestion participative des ressources naturelles, avec ce qui était appelé ZCV, donc les zones de chasse villageoises, qui, dès les années, je vais dire 2010, mais même avant, ont fait que des démarches et des stratégies ont été faites, ont été développées pour associer les communautés à la bonne gestion des ressources naturelles. Voilà. Donc, le débat d'aujourd'hui, comme ça a été indiqué avant, c'est la pertinence des projets de conservation dans des contextes aussi difficiles que ceux que je viens de décrire en quelques mots. Je vais donc vous présenter rapidement le programme Ecofaune qui a permis de financer ces interventions, ce programme étant financé par le Fonds Bécou. Si on peut passer les slides rapidement. Donc juste, voilà l'objet du programme Ecofaune, donc sauvegarder les écosystèmes du nord-est et de l'est de la RCA. C'est un budget de 5,5 millions et c'est un projet d'une durée d'environ 30 mois. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà les zones qui sont concernées. La zone nord, qui aujourd'hui est prise en charge par notre partenaire WCS, et Chinco, qui est prise en charge par notre partenaire APM. Les deux projets ont pris fin en 2019 et depuis 2020, donc ils se poursuivent, mais sur financement à l'époque Fed, dans le cadre des COVAX 6. Un point à noter, c'est que Bécou, qui était le premier fonds, Trust Fund, qui a été mis en place par l'Union européenne, avait pour objet de répondre aux effets négatifs de la crise de 2013. Et donc, c'est substitué au programme ECOFAC précédent. Et ce n'est aujourd'hui que normal que le programme ECOFAC 6 prenne le relais du financement, Bécou ayant joué son rôle dans cette période où le Nexus était plus que jamais d'actualité, puisqu'il fallait effectivement passer de la période de crise humanitaire et repasser à une situation de développement. Bon, pour situer un peu le contexte, nous avons un podcast qui est un reportage de RFI, très bref, mais qui donne une bonne idée en 50 secondes environ, si on peut le passer rapidement. Je ne sais pas si il y a des difficultés techniques, autrement n'hésitez pas à nous le dire. Parce que il y a un podcast qui devrait être passé, qui dure environ 50 secondes et qui décrit la situation dans le parc de Chinco. C'est un podcast de RFI. Emmanuel est l'un des 60 rangers de Chinco. Il est armé et formé. Il patrouille dans le parc et intervient face aux braconniers notamment. Je suis ranger pour la protection de mon faune, les animaux. Ici, chez nous, il y a des gens qui viennent de temps en temps chasser les animaux, faire le braconnage. C'est pour cela que je me suis content pour venir protéger tout cela pour l'avenir de demain. À chaque fois quand on se croise avec le braconnier, on le prend, on vient avec lui ici, on fait les transferts, soit à Bangassou, à Bangui, et c'est l'État qui gère tout ça. En 2 années, une trentaine d'armes ont ainsi été saisies dans ce parc qui attise les convoitises. Tout le matériel, 3 caisses de matériel armement qui ont été confisqués. Des braconniers soudanais ont notamment vidé une partie du parc de sa faune. Cet élément
Cette rapide podcast donne un peu une idée, traduite par un éco-garde, par un des acteurs de terrain, des difficultés auxquelles sont confrontées les équipes de Chinco. Alors, théoriquement, nous aurions dû vous passer à l'instant M. Abicher, qui est le chargé de conservation et de biodiversité à Chinco, dans le parc de Chinco. Mais je pense que nous avons des problèmes avec de connexion avec Bangui. Donc, je ne sais pas qui sera là. Je vois que mes collègues me disent de mettre en contact avec le Bénin, où un de ses collègues pourrait prendre le relais. Ah, non, mais ce n'est pas M. Boveda, c'était M. Thierry Abicher. Mais on peut peut-être passer à M. Boveda de WCS. Alors, théoriquement, le déroulé normal aurait voulu que ce soit M. Abicher qui enchaîne sur la situation à Chinco. Pour l'instant, donc, s'il n'est pas joignable, M. Boveda pourrait peut-être parler, lui, de la situation dans la partie nord du pays et présenter son PowerPoint. Merci, Antonio, de prendre le relais au pied levé. Merci. Bonjour. Bonjour, ça s'écoute bien? Ah, Antonio, voilà, je pense que si tu peux prendre le relais et présenter l'action de WCS, puisqu'on n'arrive pas à joindre pour l'instant nos collègues de African Park. Merci Antonio de prendre le relais au pied levé. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut peut-être passer à les... Yeah. OK. Est-ce qu'on va commencer par les slides? Est-ce qu'on peut avoir les slides de WCS? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. La possibilité à WCS. Bon, probablement vous avez entendu WCS dans des autres. Oui. On t'entend. Oui, c'est bon. OK. Je pense que d'accord, merci beaucoup. Merci. Désolé le dérangement. La connexion ici à Parc National Bamigui-Bangoron n'est pas très bonne. Donc, bon, comme je disais, probablement vous avez entendu parler dans les autres présentations de WCS. WCS, c'est une organisation non gouvernementale pour la conservation de la faune sauvage qui a un siège à New York, aux États-Unis, et qui est créée depuis 125 ans. Il travaille dans 64 pays. Et ici, on va vous présenter les programmes qu'on a en Centrafrique. C'est un nouveau programme, presque le dernier chez les Tchad à ce moment-là. Et on travaille depuis janvier de 2019. Donc, ça fait 2 ans maintenant. D'accord? Sur l'écran, vous pouvez voir la carte, les citations de WCS. À gauche, là-haut, vous pouvez voir la carte de la Centrafrique. Donc, vous pouvez voir facilement que WCS travaille dans à peu près travail et gestion les 17% des territoires de la Centrafrique. C'est une superficie d'environ 104 000 km².
on est en train de parler de superficie plus grande que des pays européens comme le Portugal. Et vous devez savoir que dans ce territoire, on a un complexe des aires protégées, on l'appelle comme ça, les complexes des aires protégées du nord-est de la RCA, où on mélange des parcs nationaux, que c'est nos 2 étoiles, on a les parcs nationaux Bamingui-Bangoron et les parcs nationaux Manobo-Saint-Floris, et au milieu, comme zone d'amortissement, on a des réserves de faune, des réserves intégrales, des parcs présidentiels, des secteurs de chasse et aussi des zones de chasse villageoises. Tout ça, ça nous donne une source de services écosystémiques, une source d'eau, des services environnementaux pour la population qui se verse surtout sur les bassins de Chari et qui va vers les lacs Tchad. Donc vous pouvez voir l'influence du travail qu'on fait ici. Ça ne touche pas seulement la Centrafrique, sinon ça touche des millions et des millions de personnes. On peut passer deuxième slide. Ici, vous pouvez voir les impacts. Et c'est une région, c'est une zone qui a environ un moyen de 80 000 habitants, donc l'empreinte humaine est très basse. Mais par contre, ce qu'on a maintenant, c'est que la région reste seulement entre les 3-4% de la faune originale. Donc l'impact a été sévère dans la zone. Et pourquoi? Pourquoi tout l'historique des groupes armés dans la zone, tout l'historique de la transhumance armée, que parmi la transhumance, c'est un mouvement culturel très, très ancien, mais maintenant c'est profiter pour les marchés des armes, les trafics d'animaux. Donc tout ça a fait beaucoup de dégâts dans la zone et qui nous a porté à perdre les 98% de la faune qu'on a qui est originale. Et tout ça avec une hétérogénéité d'églises et de religions que ça fait que parfois il y a des gros problèmes culturels. L'année passée, on a eu beaucoup de conflits entre les Gula et les Runga dans la zone. On peut passer au prochain slide. Next slide, please. Et comment on travaille la WCS-RCA avec tous ces défis-là? Donc, nous, on travaille sur une vision. La vision du programme WCS-RCA, c'est de réussir à avoir un noyau de stabilité régionale qui ouvre en faveur des dynamiques positives de sécurité, de conservation et de développement durable. Ça, c'est à long terme. Mais à moyen et court terme, on a une mission. Et la mission, c'est donnée par notre PPP, notre contrat de partenariat public-privé qu'on a signé avec le gouvernement centrafricain, déjà il y a 2 ans et demi, le 21 décembre de 2018, où la WCS se compromet à gérer le nord-est de la RCA, les complexes des aires protégées du nord-est de la RCA, pendant 25 ans. 25 ans renouvelables. Comme ça, on passe d'un système de financement par projet à un système de financement par programme, où WCS, il doit gérer aussi son financement et trouver des autres bailleurs de fonds. Et cette PPP, on espère, va contribuer au développement durable de la zone et sa périphérie, aussi du bassin Chari. On peut passer? Next slide, please. OK. Et on a parlé un peu des impacts, mais maintenant, les défis qu'on a eus dans notre première année, 2 premières années de travail, ici en RCA. Un des principaux défis, c'était aussi le recrutement de personnel, mais pas le personnel local. On a des main-d'œuvre, on a des gens qui on doit fortifier les capacités, mais des personnels spécialisés. C'est très rare que les gens veulent venir ici travailler parce qu'ils sont très compliqués et aussi qu'ils peuvent s'adapter. Après, on a eu des ingérences politiques. Les gens sont habitués à négocier, à aussi profiter de la présence des ONG pour gagner des votes. Donc ici, dans la zone, nous, on est la seule ONG basée. Il y a des ONG humanitaires à un délai, mais sont basées par projet. Donc dès que les projets, c'est fini, ils s'en vont. Ou dès qu'il y a un problème, comme l'année passée avec les Gula et les Runga, ils vont partir. Donc nous, on a un mandat de gouvernement. On est partenaire du ministère des Eaux et Forêts et on doit rester ici pour gérer les parcs, les différents parcs. Donc, on a eu des problèmes de sécurité à cause de ça.
dès qu'il a éclaté les conflits, les rebelles ils sont venus vers nous, nous essayer de braquer, nous on a des moyens de transport, des essences, que c'est intéressant de... Après la pandémie de Covid, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens de la région, et on est très loin, mais on parle de pandémie de Covid. Pourquoi ça nous touche? Pour les moyens logistiques. Nous, on est loin. On a besoin de ramener tous les matériels spécifiques de loin. Et avec le Covid, on a eu des vraiment problèmes pour ramener les matériels qu'on a besoin pour travailler. Après, à part les transhumances qu'on a parlé avant, il y a toujours l'incursion des régulières des braconniers locaux. Les gens sont habitués à que les parts, c'est pour se fournir. Et avant, il y avait, comme ils disent, beaucoup de fonds. Mais maintenant, il reste peu. Et c'est difficile de comprendre que maintenant, on doit faire un double effort pour faire remonter les animaux ici. Et parfois, on demande seulement suivre la loi, mais les gens ne sont pas habitués à suivre la loi. Et comme on a dit, matériel de lutte anti-braconnage insuffisant, nous, on a besoin de ramener les matériels de l'extérieur, c'est compliqué. Parfois, on a besoin aussi de l'appui des autorités, des ministères de la forêt, pour avoir ce matériel-là. Je pense que c'est fini ma première partie. Je ne sais pas si peut-être s'il y a des questions. Ok. On va essayer de reprendre contact avec nos amis de Bangui. Alors, je vous demande encore toute votre indulgence, mais comme je vous l'avais dit au départ, on a de grosses difficultés de connexion avec nos interlocuteurs et que ce n'était absolument pas prévu. Donc, essayons de voir si on peut avoir M. Abicher, au moins pour qu'il puisse nous commenter son PowerPoint. Est-ce que c'est possible, M. Abicher, qui arrive pour APN? Apparemment. Bon, alors, écoutez, et le colonel Zanza, on n'est pas non plus joignable. Monsieur Lambé Zanza? Non. Bon, alors on va mettre, je propose que puisque nous n'avons pas nos collègues, on va passer directement à la question 2. On y reviendra peut-être. La question 1 qui portait sur les partenariats publics-privés qui ont été déjà un peu abordés par Antonio, devait être commenté par notre invité, le colonel Lambé Zanza, qui a la double casquette en tant que personne détachée du ministère des Eaux et Forêts et travaillant pour l'équipe de Chinko. Mais comme nous n'arrivons pas à le joindre, nous verrons plus tard si ça peut être possible. Donc, je vous propose qu'on passe directement à la question numéro 2 qui concernait la transhumance et le braconnage. Là aussi, Antonio en a un peu parlé. Je vous propose qu'on passe d'abord la vidéo de notre ami Mohamed. Et ensuite, nous repasserons la parole à Antonio Boveda, donc pour qu'il puisse nous présenter un petit peu l'approche de WCS en matière de transhumance et de lutte contre le braconnage. Je suis Mohamed Elhadi Oumarou, responsable du département de la transhumance. Donc, je travaille dans le projet depuis l'an 2016. L'enjeu de la transhumance pour le parc est la perte pour la communauté d'un écosystème riche et varié pour la génération future. D'une manière désordonnée, la transhumance entraîne des activités illégales telles que le braconnage, l'abattage des arbres, l'effet de brousse, l'empoisonnement des prédateurs et des carnivores, ce qui influe négativement sur l'environnement et accélère sa dégradation. Les mesures mises en place pour la préservation des écosystèmes espèces du parc sont en grande partie des activités de sensibilisation, donc sur les éleveurs transhumants par des équipes de sensibilisateurs. L'instauration d'une démarche pacifique qui allie le dialogue et l'orientation, mais en retour, juste un partage de thé, un peu de médicaments, donc des antipaludéens, des vermifuges,
ce qui va s'amplifier au fil des années. Du point de vue de communication, l'échange se résume au dialogue. Donc, beaucoup de transhumants souhaiteraient avoir de nous des opportunités pour le pâturage, l'accès à l'eau, la délimitation d'un espace spécifique au pâturage et la sécurité. Pour l'attitude des transhumants, les transhumants ont en partie changé dans le sens où certains ont compris notre message, mais en partie non. Cela nécessite la continuité des activités sur une longue durée. Alors, voilà, vous avez entendu M. Oumarou, Mohamed Halim Oumarou, et il termine sur des mots qui sont très importants, je pense, qui sont celui de la longue durée. C'est un travail de sensibilisation qui prend du temps et qui nécessite une implication des partenaires dans la durée et au plus près des populations. Alors, Antonio, je sais que vous aussi, vous avez mis en place un service d'agents de transhumance à Bamingui Bangoran. Pour vous aussi, c'est une question de longue haleine, ça va de soi. Alors, il me vient en tête une question immédiate parce que nous avons malheureusement pu observer dans la presse aujourd'hui, lire un article qui faisait état d'un conflit qui avait dégénéré et qui avait abouti au décès de 14 personnes, entre éleveurs et agriculteurs. Donc ce sont des questions qui sont quotidiennes en République centrafricaine. Alors la question qui me vient, c'est que se passe-t-il si des transhumants ou des braconniers ne respectent pas les règles qui ont été édictées, et comment WCS réagit-il par rapport à ce genre de situation, et quelle est son approche en général par rapport à la question de la transhumance qui est tout à fait centrale pour les aires protégées. Antonio, je ne sais pas si tu peux tout de suite enchaîner, puisque nous n'arrivons malheureusement pas à joindre nos collègues. Merci. Ne vous inquiétez pas, on continue. Et bon, de notre côté, il existe trois types d'équipes déployables sur le terrain. On a les éco-gardes, on a les agents communautaires et les agents de transhumance. Tous jouent un rôle de sensibilisation à la conservation. En ce qui concerne les éco-gardes, ils utilisent l'arme comme une mesure d'autodéfense. Et les bergères en transhumance et les braconniers sont toujours lourdement armés et la probabilité d'une rencontre dans des zones protégées peut être élevée. WCS a également réalisé des investissements importants dans des outils et systèmes de communication par satellite. Les informations exactes sont essentielles pour prendre des décisions opportunes et efficaces. Donc, les éco-gardes ont été formés pendant les projets EcoFund et recrutés par WCS avec financement du projet EcoFac 6. Lors de la première étape avec EcoFac 6, le groupe a été dirigé par un expert d'opération de sécurité, un ancien militaire français. Dans les prochains mois, on a contracté une agence sélectionnée qui organisera un programme de formation intensive, incluant les processus de recrutement pour augmenter les patrouilles d'éco-gardes en fonction de la taille de notre zone d'intervention. N'oubliez pas qu'on parle de 10 millions et demi d'hectares. Donc, chez nous, à WCS, il n'est pas autorisé l'usage d'armes, sauf pour dissuasion en cas de menaces de mort. Les éco-gardes sont en capacité à traiter avec éducation les contrevenants, les transporter, les nourrir en cas soit nécessaire, et les informant de toute la procédure avec les autorités. En coordination avec le gouvernement de la République centrafricaine, nous, on a 14 éco-gardes assermentés qui ont suivi une formation spéciale sur l'application de la loi, qui les autorise à appliquer des procédures verbales lorsqu'ils trouvent des braconniers, des éleveurs ou toute autre personne non autorisée dans des aires protégées. Cette procédure verbale comprend l'enregistrement de l'événement et l'annonce des droits des personnes, ainsi que ce que dit la loi sur les activités interdites ou non autorisées ou autorisées dans les aires protégées. Les contrevenants, après tout ce processus, c'est remis aux autorités locales. Normalement, c'est les présidents du tribunal
les greffiers et les procureurs qui suivent les processus. Donc, WCS, il fait seulement la partie que ça doit correspondre au ministère d'eau et forêt. Merci. J'imagine que nous ne pouvons toujours pas entrer en contact avec Bangui. Bon, alors on va passer à la troisième question qui était prévue, donc qui était comment associer les communautés locales et faire que ce soit quelque chose un deal, je dirais, gagnant-gagnant entre la conservation et ses communautés. Alors, Thierry, puisque tu es toujours là, Thierry, non, malheureusement, n'étant tout pas là, on va demander un peu à Antonio quelles sont les alternatives qui ont été trouvées ou qui sont proposées par WCS en matière d'accès aux protéines animales. Parce que, bien entendu, pour toutes ces populations, la conservation touche directement à la consommation de viande de brousse. Alors même si les densités de population restent faibles, il s'agit quand même d'un accès aux protéines animales et aussi des relations qui peuvent exister entre les communautés locales et je vais dire, braconniers au sens large, en tout cas dans la protection des ressources naturelles, voir comment vous pouvez associer et motiver les communautés locales à se respecter les principes de conservation. Alors Thierry, en particulier, vous êtes confronté à la question, Thierry, Antonio, en particulier dans le Nord, vous êtes très directement confronté à la question de la transhumance et des éleveurs transhumants qui viennent du Tchad. Alors, quelles sont les approches que vous avez, vous, préconisées ou développées donc, pour associer les communautés, pour que ce soit une opération qui soit aussi gagnante pour elles, pour les communautés locales? Je pense je vais peut-être pris les pieds dans... Mais je pense que la question était adressée à Antonio, puisque seul Antonio est directement joignable, parce qu'on n'entend pas du tout, malheureusement, Bangui. Antonio, est-ce que tu peux intervenir donc, sur la question des communautés locales et des approches qui sont développées par WCS en matière d'alternative aux chasses, à la consommation de viande de brousse et aux questions de transhumance? Merci beaucoup. Merci Didier. Merci Didier. Ça coupe beaucoup, mais je vais essayer de faire la continuation. Et en profitant que Thierry n'est pas là, et je veux toucher une chose générale avant de parler de ça. Et bon, il faut savoir que dans la gestion des aires complexes et se protéger ne se comprend pas sans une vision intégrale de la conservation communautaire, qui inclut l'aménagement participatif du territoire, la gestion communautaire et moyens de subsistance, la gestion de la transhumance et la sauvegarde de la faune sauvage parmi l'application de la loi. Pour tout cela, il serait nécessaire de renforcer les capacités des acteurs, les partenariats et la communication. La gestion de la conservation garantit le respect de la loi, la gestion soutenable des services écosystémiques, le développement durable des populations rurales et la sécurité. Tout cela contribue à réinstaller l'autorité de l'État sur le terrain, en travaillant sur le triple nexus qu'on est en train de parler ici, au CDD, de humanitaire, développement et paix. Donc, retournant à tes questions sur la transhumance, dans le cadre de la stratégie en faveur de la transhumance, WCS crée des liens entre les éleveurs qui utilisent les routes de transit autorisées et les vendeurs de viande sur les marchés locaux. On évite qu'on arrête déjà la vente de viande de brousse et on promoive la vente de viande des éleveurs. Donc, ce projet pilote vise à répondre aux besoins en protéines et à fournir une alternative alimentaire moins coûteuse au bénéfice des populations et surtout aussi de la faune sauvage.
Parmi les AGR, les activités génératrices de revenus, cette année, PwCS est en mesure d'initier, en collaboration avec l'UNESCO et aussi les projets ECOFAC 6, des formations pour le développement des AGR, des activités génératrices de revenus pour les profits soutenables du miel et karité, la beurre de karité, très valorisée. Donc, la valorisation de ces ressources naturelles est un grand échec de la gestion de la conservation en général. Nous, quand on va dans les communautés, d'habitude, on parle de questions simples. Combien ça coûte l'eau si je ne l'ai pas, par exemple? Ou combien ça coûte une girafe vivant et un girafe mort? Et on fait réflexionner les gens, non? Et les gens te disent, un girafe morte, je les charmoute, j'ai seulement la viande pendant quelques jours. Mais un girafe vivant, je me souviens des temps où il y avait des touristes ici. C'est beaucoup des années qu'on peut avoir une économie de ça. Donc, ça aide un peu à les communautés sur l'économie de la conservation. Et dans des autres pays où j'ai eu le plaisir de travailler, il y a même des paiements de services écosystémiques. Donc, la conservation est un moyen très fiable et soutenable pour arriver au développement de la paix qu'on a besoin ici en Centrafrique. Merci beaucoup, Antonio. Je ne vais pas reposer la question, mais je suppose que nous n'arrivons toujours pas à joindre Bangui. Je m'excuse auprès à la fois des spectateurs et des personnes qui assistent à la session, parce que nous avons perdu aussi une partie très intéressante, puisque l'expérience de Chinko est un peu différente de celle de Pamudi Bangoran, et surtout nous n'avons pas pu avoir le colonel Lambe Sanza, qui aurait pu nous donner la perception centrafricaine des autorités et d'un spécialiste centrafricain de la question. Malheureusement, ce sont les réalités difficiles et les contraintes logistiques auxquelles nous sommes régulièrement confrontés dans nos relations avec les projets en République centrafricaine. Donc à la fois c'est dommage parce qu'on passe à côté de la réalité, de certaines informations concrètes, mais c'est intéressant de voir, de comprendre aussi que ces acteurs comme African Park Networks et WCS travaillent quand même dans des conditions extrêmement difficiles pour cet objet de Nexus, qui est le triple Nexus, qui est le produit que, je vais dire, c'est un peu la raison d'être du Fonds Bécou, mais c'est aussi pour tout ce qui est de la conservation, on demande des efforts quand même extrêmement difficiles et extrêmement forts à ses partenaires. Bon, je pense qu'on ne va pas aller plus loin et peut-être se tourner s'il y a eu des questions qui ont été posées. Peut-être qu'Antonio ou moi-même, on peut essayer d'y répondre. Autrement, moi j'ai une question quand même à poser, mais j'attends de voir d'abord ce qui éventuellement aurait été reçu par les organisateurs. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Merci beaucoup Didier. Apparemment il n'y a pas de questions, ou moi je ne les ai pas, mais vous vous êtes montré très très flexible, un modérateur, oui, très flexible. Ce sont des conditions très difficiles. En effet, on a vécu la vie telle qu'elle est au Central African Republic, aux Républiques centrales africaines. Merci pour ça. Merci aussi Antonio pour aider et pour partager vos expériences et vos idées. Merci beaucoup. I am going to pick up and summarize in English for all of you out there. We were discussing the situation in Central African Republic, of course, very difficult situation. Electricity was not on our side, the connection was not really working out as we had hoped, but still a very interesting talk there concerning 3 different topics. First of all, we looked at
the public-private partnerships working there and being established with an eye on sustainable development is one of the main goals. We looked at poaching and transhumance and how they are endangering each other. It's a work really of longue durée was mentioned, and it's a daily and really literally vital question. It costs life. These armed gangs on the one hand, the poachers and people trying to live their lives the way they always have, either armed or not. It's a very sensitive matter and a matter of treading carefully there. But the interaction, and that was a third element, with local communities is of the essence, and we've heard this throughout this whole afternoon actually, how to balance the need for conservation, for the protection of biodiversity on the one hand, and the needs in terms of livelihood for the local communities, their habits of consumption of wildlife, the need for consumption of wildlife on the other side. So what are the alternatives? We discussed some of those and looked at how to create a win-win situation, both in terms of safeguarding biodiversity on the one hand and the livelihoods of the local communities on the other hand. And one of the approaches that will stay with me is taking it on really very practically by asking people, have a think, how would you measure or gauge the cost of a live giraffe compared to one you can sell that's dead, and in this way generate a sort of process of awareness and of weighing up the consequences of what's going on. Thank you very much again, Didier. I hope you're still satisfied with what you've managed to bring to the fore on this EDD forum, even though it wasn't as you had hoped perhaps, but I think you made the absolute most of it together with Antonio, so thank you very much.